quelle est la forme juridique qui va me permettre de maximiser cette rémunération? On se contente de retenir que la SAS, ça coûte plus cher. Plus on va augmenter sa REM, plus il va diminuer. J'ai des gars qui viennent me dire ouais, ça y est, j'ai généré je ne sais combien, j'ai envie de me prendre 10 000 dividendes. Ouais. Mais en fait, c'est ta première année, il n'y a pas eu de clôture. Enfin, voilà. Bienvenue sur Les Investissables, le seul podcast de France où l'on débat sur les solutions d'investissement. Je suis Alexis Bier, ingénieur patrimonial de formation. J'ai fondé Sanala Patrimoine, un cabinet qui accompagne les chefs d'entreprise et les cadres sur des sujets primordiaux, tels que la rémunération, la trésorerie ou encore la cession d'entreprise. La genèse de ce podcast, elle est simple. Je suis avant tout un grand consommateur. Mais force est de constater que les podcasts sur ce sujet sont souvent lisses et manquent de neutralité. Aujourd'hui, on change les règles. Ici, aucun invité ne sera sur un piédestal. À chaque épisode, une solution d'investissement, 2 avis. Un pour, un contre. Maintenant, place au débat. Bonjour Abba. Bonjour Alexis. Salut, bienvenue sur le podcast Les Investissables. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. On a parlé durant ces premiers épisodes beaucoup d'investissement et on a justement eu dans les commentaires des demandes pour des thématiques un peu particulières. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on fait cet épisode hors série, on pourrait dire, où on va parler d'un sujet qui est tout autant passionnant que l'investissement. On va parler de quelle est la forme juridique la plus intéressante pour créer son entreprise ou pour structurer son entreprise par la suite. Donc, pour ce faire, justement, j'ai choisi de m'épauler. Vous avez l'habitude que je ne sois pas seul dans ces épisodes et du coup aujourd'hui on a la chance et l'honneur de recevoir Rabah Mohamed, Rabah qui est expert comptable, qui a monté son cabinet justement Horizona et qui nous fait justement l'honneur de sa présence. Merci pour ta présence et bienvenue. Alexis, on se parle depuis plus d'un an C'est clair. Via les réseaux et c'est la première fois qu'on se rencontre en vrai. Ouais. Et ravi d'être invité et puis merci beaucoup. Merci à toi en tout cas d'avoir répondu présent. Avant qu'on rentre dans le détail justement de cet épisode et de la forme juridique et qu'on vous donne un peu plus de détails, est-ce que Rabah, peut-être tu peux te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas, ce que tu fais, comment tu le fais et comment tu les aides? Écoute, Rabah Mohamed c'est bien le nom de famille. Parce que chaque fois on m'envoie un bonjour Mohamed. T'inquiète, je sais. J'ai vu les fois plusieurs fois, donc maintenant Donc expert comptable depuis maintenant presque 2 ans, diplômé en juin 2023. Donc j'ai créé le cabinet en début d'année 2024, donc ça va faire 18 mois à peu près. Okay. Cabinet Horizona, installé à Martigues. Donc voilà, okay. Qui se développe petit à petit. Et j'ai eu ma première collaboratrice Super. récemment. Super. Après 1 an, et là, la croissance se poursuit. Super, félicitations. Martigues, c'est dans le sud de la France, du coup, pour... c'est ce que là, c'est vrai que j'aurais dû préciser parce que... Ok, bon, top. On se parle entre nous, donc... Top. Aujourd'hui, Rabah, justement, tu es invité pour qu'on échange sur ce sujet de la forme juridique. Moi, j'ai quasiment souvent cette question. Je suis habitué à accompagner ces entreprises. Toi, je pense encore plus. J'ai une idée, ça y est, j'ai décidé de passer le cap de l'indépendance, mais je ne sais pas encore vers quelle forme juridique me rattacher. Aujourd'hui, justement, on va se concentrer vraiment sur 2 formes qui sont énormément plébiscitées. Je pense que ça regroupe, tu as peut-être plus les stats, mais 90% des demandes, très clairement. Ça va être la SAS et sa forme unipersonnelle, donc la SASU, versus la SARL et sa forme unipersonnelle, le URL. Donc on va mettre de côté la micro-entreprise et l'entreprise individuelle, on va vraiment se concentrer sur ces 2 formes juridiques et on va voir d'un point de vue fiscal, social, cession, quelle est la forme juridique qui peut être la plus propice pour vous dans votre activité. Ça te va ? Nickel. Bon, ok, super. On va procéder sous forme de questions. Et la première question, je pense, que peut se poser quelqu'un qui veut se lancer à son compte, c'est justement le sujet autour des droits au chômage, des fameux ARE. C'est une grande chance qu'on a en France. C'est le premier financeur des entreprises françaises, le France Travail. Et donc, quand on se pose la question des droits au chômage, on a beaucoup d'interrogations de savoir est-ce que ma forme juridique va venir modifier mes potentiels ARE. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus et nous indiquer ton point de vue? Alors, clairement, oui. La forme juridique va impacter considérablement les ARE. Donc, si vous avez l'ARE, on a mis de côté la micro-entreprise, mais si vous bénéficiez de l'ARE parce que vous avez eu soit une rupture conventionnelle, soit vous avez bénéficié d'une démission, la démission reconversion, donc dès que vous avez l'ARE, en fait, la forme qui est la plus plébiscitée, qui est la plus simple, entre guillemets, c'est la SAS, la SASU en l'occurrence. Okay. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en EURL, il faut savoir que tu te payes pas,
déjà, dans un premier temps, tu vas payer un minimum de cotisation sociale à D'accord. l'URSSAF. L'URSSAF viendra toquer, te demandera à peu près 300, 400 euros par trimestre. D'accord. Ce qui fait 1000, 1200 euros à l'année. Ok. Donc, pour un début, on n'a pas forcément... Attention, ce sont des cotisations. C'est pas perdu, c'est pas Bien cadeau. sûr. Mais bon, on n'a pas forcément la trésor au début pour aller dedans. Deuxième problème, c'est qu'en fait, le URL, contrairement à la SASU, on est en TNS, travailleur non salarié. Alors qu'en SASU, on est un assimilé salarié. D'accord. Donc c'est comme si on avait un statut de salarié. Et France Travail, anciennement Pôle emploi, préfère, j'utilise un gros mot, mais en gros c'est plus simple pour eux de gérer les assimilés salariés. Ok. Parce que tu peux soit faire un PV pour dire je ne me rémunère pas, ou faire des bulletins de salaire à zéro pour obtenir 100% de ton ARE. D'accord. Alors qu'en EURL, le problème, c'est qu'on fait un peu ce qu'on veut. Je peux me verser 1000 euros ce mois-ci, 500 euros le mois d'après, 3000 euros le mois d'après. Donc, pour suivre, des fois, ils sont un peu plus chiants, entre guillemets, désolé du terme, mais ils demandent beaucoup plus de choses. Et aussi, à valider, mais et aussi, il y a aussi le fait que ils ne te versent pas 100% de l'ARE. Ok. Ils te versent, en fait, j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois 70 ou Ouais. 80%. Et après, à la fin de l'année, il va falloir envoyer le bilan pour prouver qu'effectivement, tu t'es pas versé quelque chose, quoi. D'accord. Et à ce moment-là, avoir la régule peut-être. Et à ce moment-là, avoir la régule. Ok. Après, encore une fois, je mets des pincettes parce que tous les mois, ça change. Ouais. Mais la base, c'est celle-là. Ok. Alors que en SASU, je touche rien. Procès verbal de non-rémunération. Attention, parce qu'en fonction des France Travail, il y en a qui sont un peu plus exigeants, il y en a qui vont demander à ce que ça soit validé par le greffe, etc. Il y a d'autres France Travail où juste avec la signature, ça suffit. Mais voilà, donc si on reste sur ça, pour moi, c'est la SASU sans hésiter. Ok. Donc si on se concentre vraiment là-dessus et qu'on essaie de faire une réponse globale, la SASU permet de toucher l'intégralité justement de ces ARE, alors que l'URL va avoir quelques lacunes C'est ça. également au niveau de tant en termes de durée qu'en termes C'est ça. de Et en de plus, revenus. petit détail important Oui. qui a quand même sa valeur, c'est qu'en fait, quand on est plus tard, on a envie de redevenir TNS, Ouais. la transformation, elle est beaucoup plus simple, entre guillemets, dans ce sens-là. D'accord. SAS, pour passer en SARL, il suffit juste de faire une assemblée générale, prendre la décision. Alors que le URL vers la SASU, vous avez besoin d'un commissaire à la transformation. D'accord. Ok. Il y a des frais, Ok. bien évidemment. Donc voilà, c'est pas à négliger. Ok. Donc, c'est Ouais, toujours plus commissaire simple aux dans l'autre apports, sens. etc. Voilà, Ok. c'est ça. Ouais. Ok. Ouais. Donc C'est un commissaire à la transformation. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Donc, et ça, c'est pas à négliger, quoi. Ok. Ouais, donc important aussi de maîtriser ce sujet. Ok, hyper intéressant. Il y a un deuxième sujet qu'on nous évoque assez fréquemment, et je pense que c'est le sujet qui est le plus important peut-être pour un entrepreneur qui se lance, c'est de savoir par rapport au chiffre d'affaires que je vais faire, par rapport au budget de rémunération que je vais mettre en place, en tout cas que je vais budgétiser pour ma REM, quelle est la forme juridique qui va me permettre, si je décide de me verser un salaire, de maximiser cette rémunération. Donc souvent on entend assez fréquemment que la SAS est un niveau de charge sociale et charge patronale qui est très élevé versus le URL ou la SARL. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement là-dessus? Alors là, je vais te faire une réponse très, très corporate. Ça dépend. Ok. Parce qu'en fait, honnêtement, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes qui viennent nous voir pour une création, etc., ou même des gens qui ont déjà des entreprises, j'ai l'impression qu'ils ne regardent pas le problème du bon côté, la question du bon côté. En fait, on se contente de retenir que la SAS, ça coûte plus cher, le URL, ça coûte un peu moins cher, point. Ouais. Mais on est en France. Ce que j'ai envie de dire par là, c'est que ce que tu payes, c'est ce que tu recevras plus tard. Donc en fait, 80% de charges sociales, certes, pour la SAS, mais entre guillemets, tu es mieux couvert. Ok. On abordera ce point plus tard, bien sûr. Mais du coup, le URL, tout est relatif. On parle URL à peu près 40-45% de charges, TNS. Mais qui dit 45% versus 70-80%, bien sûr, tu cotises un peu moins. Donc, tu es un peu moins couvert. Ça, c'est la première chose. Maintenant, ça va dépendre de la stratégie du client voulu. Nous, on a des clients qui sont très
j'aime pas dire carrés, parce que ça sous-entendrait que les autres ne le sont pas, mais qui sont, eux, ils veulent maximiser leur protection. Ok. Je suis en SAS, enfin, du coup, je reste en SAS, je me paye, j'ai mon bulletin de salaire, je cotise le maximum, et puis voilà. On en a d'autres qui sont un peu plus... oui, moi, la retraite, je ne l'aurai jamais, donc ça ne sert à rien que je paye autant, donc on va basculer plus en TNS pour payer que, entre guillemets, 40-45% de charges. Et après, eux, par contre, ceux qui sont en EURL en TNS, il faut savoir qu'il y a quand même un petit complément à aller chercher. Parce que ce n'est pas du tout la même couverture, donc on en parlera en détail. Mais voilà, donc il y en a qui disent, moi, je veux maximiser, en gros, ce que je vais gagner dans ma poche. Bien sûr, si on se fixe un budget de rémunération à 100 000 euros par an, ben, à la fin, ce que tu auras dans ta poche, si tu es en SAS, ça ne sera pas la même chose que si tu es en SARL. Okay. En SARL, tu gagneras un peu plus dans ta poche. Donc, ça va vraiment dépendre de la typologie, de comment le dirigeant se projette. Bien sûr. On a des dirigeants qui disent, moi, la retraite, j'y crois pas. De toute façon, je me prépare ma retraite à côté. Ouais. J'ai besoin du maximum dans ma poche. Donc, on va y aller un peu plus sur le URL, couplé peut-être avec un peu de dividendes. Enfin, voilà. Ou du coup l'inverse, moi je préfère mieux me couvrir, donc plutôt la SAS ou SASU. Ok, ouais. Hyper intéressant. Pour donner quelques chiffres peut-être, parce que c'est vrai que souvent on parle de 80-40%, il y a des personnes pour qui c'est peu... c'est peu palpable, peu matériel. Si demain on se dit, moi je veux gagner 3 000 euros par mois. Donc à l'année, je vais avoir une REM de 36 000 euros net dans ma poche avant impôt. Ce que ça veut dire que si on parle de 70-80%, je vais devoir ajouter 70-80% à ces 36 000 euros. Alors, entre guillemets, simple. Si tu as besoin d'avoir 3 000 euros dans ta poche en SAS, tu rajoutes 70-80% de charges. Donc, ce que tu vas dégager, c'est-à-dire ce que la société va supporter, donc les 3 000 sont inclus dedans, c'est à peu près 4 500. 1 500 à peu près de charges sociales et 3 000 euros dans ta poche. D'accord. Là où, en SARL, si tu veux 3 000 euros dans ta poche, tu n'auras à sortir, entre guillemets, en charge sociale que, encore une fois, parce que je compare avec la SAS, mais ça fait quand même beaucoup, tu n'auras que, entre guillemets, 1000-1100, quoi. D'accord, ok. Donc ça va se faire à ce niveau-là, le delta. C'est ça. Ok, hyper intéressant. Après, attention, parce que parfois, on donne des pourcentages comme ça, mais il faut savoir que, par exemple, en TNS, c'est dégressif. Bien sûr. On dit 45%, mais bon, moi, je ne suis pas forcément d'accord quand on dit 40-45%. Oui, pour donner un ordre d'idée, mais en fait, plus tu te payes, plus tu as un salaire qui est élevé, et le pourcentage, il baisse, quoi. Donc, des fois, on atteint des 35%. Ouais. Donc, ce que tu veux dire, c'est que finalement, le taux de charge sociale, ce qu'on appelle des fois le TMS, le taux marginal social, plus on va augmenter sa REM, plus il va diminuer. Donc, il démarre à 45, puis il peut passer à 30, 21. Ok, d'accord. Ouais, donc ça, c'est quand même intéressant. À l'inverse, en SAS, c'est pas le cas. Alors, si, c'est le cas aussi. Ok, d'accord. C'est le cas aussi, mais bon, ça reste quand même 80%. Ouais, d'accord, ok. Peut-être qu'on le perçoit un peu moins qu'en EURL. Ok, ouais, non, très intéressant. Souvent, ce qu'on va venir regarder, on va se concentrer vraiment sur la couverture sociale juste après, mais il y a un point qui fait énormément débat. C'est, alors certes, la SAS, elle est plus chargée, on va dire, si je décide de me rémunérer à travers un salaire. Par contre, si je passe par la case dividende, alors on va peut-être pas caricaturer, aller sur du 100% dividende, parce que dans les faits, c'est assez rare finalement un président qui se rémunère en 100% dividende, mais souvent des dirigeants disent, moi je vais me verser vraiment le minimum, un SMIC, je valide mes trimestres de retraite, et ensuite, tout le reste, en fin d'année, je vais me verser des dividendes une fois que j'ai mon résultat qui est tombé. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Et si on devait faire un comparatif vraiment chiffré, dividende SAS, SASU versus dividende SARL et URL. Alors, quand on parle SARL et URL, on parle systématiquement de travailleurs non salariés, parce qu'on peut être en SARL et être assimilé salarié, mais nous, on va se concentrer aujourd'hui sur travailleurs non salariés. En l'occurrence. Complètement. Mais si toi, tu devais faire un comparatif un peu entre dividende SAS vs dividende EURL ou SARL, qu'est-ce que tu peux nous en dire de ça? Dans un premier temps, avant de rentrer dans la comparaison entre dividende SAS, dividende SARL, j'insiste à chaque fois qu'il faut toujours comprendre le pourquoi, la pédagogie. Ne pas se dire, encore une fois, rien n'est gratuit. C'est-à-dire que tu payes moins, tu seras moins couvert, tu payes plus,
tu cotises plus, tu seras beaucoup plus couvert. Donc ça, c'est la base. Deuxième chose aussi, les dividendes, en fait, déjà, autre chose aussi, les dividendes, c'est pas une REM. C'est-à-dire que les dividendes, c'est pas genre j'ai de l'argent dans le compte, je peux me verser des dividendes. Il y a quand même quelques conditions à respecter. Et il faut déjà être bénéficiaire. Ouais. Il faut avoir clôturé une première année. Parce que moi, j'ai des gars qui viennent me dire ouais, ça y est, j'ai généré je ne sais combien, j'ai envie de me prendre 10 000 de dividendes. Oui, Ouais. mais en fait, c'est ta première année, il n'y a pas eu de clôture. Enfin voilà. Les dividendes, c'est après clôture. Il faut qu'il y ait un bénéfice, bien sûr. Bénéfice distribuable, on Ouais. dit ça. J'insiste sur le distribuable parce qu'il faut d'abord que tu aies payé l'impôt, Bien sûr. l'IS, etc. Donc le résultat qui reste. Aussi, il faut respecter les obligations. Il faut savoir que les réserves légales, etc., tout ça, il faut que ce soit doté. Et après, tu te verses tes dividendes. Donc ça, c'est aussi à savoir, très important. Maintenant, en termes de coûts, globalement, les dividendes en SAS coûtent 30%. Ok. 30%, ce qu'on appelle communément la flat tax. Ok. Donc la flat tax, c'est quoi? Dans les 30%, vous avez 17,2 de prélèvements sociaux. Ça, tout le monde les paye. Tu peux pas y échapper. Même à ta mort, tu les payes. Après, on a les 12,8 d'impôt sur le revenu. Ok. Par contre, j'insiste bien que sur les 12,8 d'impôt sur le revenu, c'est une base. Maintenant, on peut opter pour ce qu'on appelle le barème progressif. Je m'explique. Si dans ta situation fiscale, dans ton foyer fiscal, c'est plus intéressant parce que peut-être que tu n'es pas imposable ou tu es à la tranche en dessous. En dessous de 30, tu veux dire? Je Oui. pars en par 11? 12,8. Ok. Enfin, en dessous des 12,8. De Oui, voilà, oui, en dessous de 30, Ok. voilà. Attention, parce que bon, on sait bien comment ça marche, le barème progressif, 30, 45, etc. Mais je parle du taux global, ce qu'on appelle le taux, je perds mes mots, mais en gros, le taux marginal d'impôt, quoi. Ouais. Globalement, ça te coûte combien? Ouais. Parce qu'il y a toujours la partie à 11, la partie à 30, etc. Mais globalement, ça te coûte combien? Ok. Si tu te rends compte que globalement, tu payes 8% d'impôt, peut-être que ça serait intéressant, enfin peut-être, c'est sûr que ça devient intéressant d'opter pour le barème progressif Bien sûr. plutôt que d'aller payer 12,8. Bien sûr. Par contre, pour ceux qui sont sur la tranche élevée et ou qui ont un taux très élevé qui dépasse largement les 12,8, là, opter pour le 12,8, c'est ce qui est intéressant. Ok. Donc maintenant, on va prendre un exemple. 10 000 euros de dividendes bruts. Attention, dividendes bruts, c'est là-dessus qu'on paye la flat tax. Supposons on opte pour les 30%, 12,8. Ok. Voilà. Donc 10 000 euros en brut de dividendes, 3 000 euros de flat tax, 7 000 euros net dans la poche. Ok. Ça, c'est la SAS. Maintenant, pour l'EURL, il faut faire attention parce que pour l'EURL, il y a une condition aussi qui dépend du capital social. Donc, pour faire simple, même si c'est pas simple, c'est 30%. On peut avoir les 30%, comme sur la SAS, jusqu'à 10% du capital social. Pour la part de dividendes qui dépasse les 10% de capital social, plus le compte courant, il faut aussi l'insister dessus, il y a 10% de capital social plus le compte courant. Pour la part qui dépasse ça, en fait, vous serez soumis aux cotisations sociales, juste pour cette partie-là. Et ça, c'est très important à savoir. Bien sûr. Donc, malheureusement, quand on a des capital social à 1 000 euros, 10% du capital, c'est 100 euros, atteint. donc c'est vite atteint. Surtout aussi si tu n'as pas de compte courant, etc. Donc, en fait, toute la partie qui dépasse, il faut savoir que c'est soumis aux cotisations sociales. Ouais. Donc, si je devais caricaturer, encore une fois, j'insiste, ça dépend des situations. Ça dépend des situations, mais oui, SAS, 30% et on n'en parle plus. Bénéfices distribuables. SARL, donc sur la partie qui dépasse 10%, il faut savoir que c'est soumis aux cotisations sociales. Ok. Très intéressant. Ce qui est intéressant aussi peut-être de rajouter, c'est que si on prend justement le barème progressif, on peut aller chercher un abattement qui est encore en vigueur aujourd'hui, qui est de 40%. C'est-à-dire j'ai 10 000, si on reste sur cet exemple de dividende brut, je vais pouvoir aller chercher un abattement de 40%. Donc ma base, ce qui va rentrer finalement dans mon impôt sur, enfin dans mes revenus, exactement, ça va être que 6 000. Donc ça va quand même réduire finalement l'assiette. 6 000 seront sur le barème. Complètement. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et si on va dans ce détail, pour le coup, moi j'aime bien aller dans ce détail justement des dividendes en URL parce que ça fait débat, parce qu'on a souvent tendance à le balayer d'un revers de la main, de se dire dès qu'on dépasse les 10% du capital social, mécaniquement on est soumis aux cotisations sociales, donc à 45, donc ça vaut plus la peine de se verser des dividendes en URL.
Et quand on fait le calcul, en fait, qu'on commence à atteindre justement des taux marginales sociales, des fameuses tranches à 30%, donc ça se déclenche à peu près approximativement à partir de 47 000 euros de REM, on s'aperçoit qu'en fait, le dividende, même soumis à cotisation sociale, peut être attractif parce que les cotisations sociales sont déductibles de l'impôt sur les sociétés, sont également créatrices de couverture sociale. Couverture, et donc, quand on cumule un petit peu, cadeau, exactement, quand on cumule un petit peu tout ça, ça permet d'avoir quelque chose qui est finalement pas si négatif par rapport aux dividendes. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait qu'en fait, souvent sur LinkedIn, partout quoi. Ouais. Quand on entend parler des cotisations sociales, on parle 45% Ouais. point. Mais vrai. en fait non. En fait, plus tu te payes, plus la REM est élevée, en fait ce taux-là n'est plus de 45%. On est d'accord. Il baisse. Donc effectivement, si on regarde pour la partie qui sera soumise à cotisation sociale en EURL, en fait on se rend compte que si tu cumules un peu tout bout à bout, plus tu te payes, le taux il baisse, les charges sociales sont déductibles. Donc oui, effectivement, il faut faire un calcul à la fin et ne pas se dire je suis en EURL, pas de dividende. Exactement. On est d'accord. Moi, combien de fois je l'entends, oui, je suis en EURL, on m'a dit que... Non, c'est clair. Et puis de toute façon, comme tu le dis, et je pense que c'est un peu le message du podcast, c'est dans tous les cas, il est important pour ces sujets, aussi importants soient-ils, on ne parle pas d'investir quelques euros dans un placement ou quoi que ce soit, on parle de sujets vraiment structurels. Il est essentiel de toute manière de se faire accompagner, d'avoir son expert comptable à nos côtés, de savoir qu'est-ce qu'on fait en termes de forme juridique, etc. Donc ça, c'est vraiment hyper important, mais aussi de ne pas rester bloqué à des idées reçues. SAS, c'est juste super pour la couverture sociale, URL, il faut bannir les dividendes. Non, en fait, dans tout, il y a du bon, il y a du mauvais, et comment on articule un petit peu tout ça. Un truc important aussi, parce que ça c'est pareil, j'ai l'impression qu'il y a un manque d'informations là-dessus. Tout le temps, on entend dire ci et là que dividende, ça coûte moins cher, 30%, etc. Mais attention, c'est pas toujours vérifié. Je m'explique. Aujourd'hui, tu es en SAS, tu veux te verser des dividendes. On a toujours tendance à prendre les 30% et à les comparer avec le URL, les charges, le truc. Mais en fait, on oublie que, attention, les dividendes, pareil, je ne me rémunère pas parce que la rémunération, ça coûte cher, je paye des charges, etc. Attention, les dividendes, c'est après IS, c'est pas que 30%. Bien sûr, ouais. C'est-à-dire que le résultat, tu payes d'abord l'impôt dessus et après, tu décides de distribuer. Exactement, ouais. Donc, il faut que tu fasses rentrer dans tes calculs l'IS, alors que la rémunération, c'est une charge déductible pour la société. Donc, il faut vraiment faire gaffe à ça. Ouais. Et après, la précision que j'aimerais rajouter, c'est que oui, les dividendes, dans la tête des gens, oui, les dividendes, ça coûte moins cher que se rémunérer. Mais attention, les dividendes ne sont pas générateurs de droit. Pas de droit à rien, en fait. En fait, tu payes, c'est tout. Mais ça ne génère pas de droit à la retraite, ça ne génère pas de couverture, etc. Exactement. Là où un salaire, c'est une charge déductible, de 1. De 2, ça génère, bon après en fonction, tu es en TNS ou en assimilé salarié, mais ça génère quand même quelque chose sur la maladie. Voilà. Donc ça, c'est très très important à prendre en compte. Ne pas se contenter de dire 30% et puis c'est tout. Prendre en compte l'IS que tu payes avant. Prendre en compte aussi le fait que ça... Donc, full dividende, fortement déconseillé. Ouais, non, on est d'accord. Hop, je vous arrête quelques secondes. Si vous souhaitez creuser le sujet qu'on est en train d'écouter ensemble, vous pouvez directement prendre rendez-vous avec moi ou un conseiller en cliquant sur le lien dans la description. Et pour nous soutenir, vous pouvez liker, commenter et surtout vous abonner. Je vous embête pas plus, bon épisode. Justement, c'est une bonne transition pour notre prochain sujet de couverture sociale. On a souvent tendance à résumer un petit peu ce match de SAS, SARL au travers du prisme de la REM, de se dire on est mieux, on se rémunère mieux en SARL et en URL, c'est incontestable. Par contre, on a une mauvaise couverture sociale. Et là, tu l'as déjà évoqué, et justement, rentrons un petit peu dans le détail. Déjà, dans couverture sociale, qu'est-ce qu'on entend derrière ce mot, parce que c'est vrai que des fois, on met un petit peu tout derrière la couverture sociale. Grosso modo, la couverture sociale en France, c'est quoi quand on est indépendant ? Ça va être tout ce qui est autour de l'incapacité, donc je suis en arrêt de travail, tout ce qui est autour de l'invalidité, donc je ne suis plus en mesure d'exercer une activité, du moins l'activité que j'exerce aujourd'hui. Ça va être le décès,
Et ça va être aussi également tout ce qui est autour de la retraite, principalement. On parle beaucoup de ça, surtout de la retraite. Il faut savoir, je pense que c'est important de le rappeler, qu'un indépendant, même si on est assimilé salarié, donc c'est-à-dire président de SASU ou président de SAS, on ne cotise pas pour le chômage. En tout cas, on n'a aucun droit pour le chômage. Peu importe. Ça, c'est uniquement les salariés, pas assimilés salariés. Ouais. C'est uniquement les salariés qui cotisent au chômage. Donc, président de SASU, tu auras beau te payer 30 000 euros par mois. Il n'y a pas de cotisation chômage. Pas de cotisation chômage. Donc finalement, ça regroupe quelque part, quand on parle de couverture sociale, on parle de ces 4 choses. Et si on regarde dans le détail, souvent on a tendance à dire la SAS, on va être mieux couvert que la SRL ou que l'URL. Dans les faits, c'est vrai pour la retraite. Pour la retraite, c'est vrai, on va avoir une meilleure couverture au niveau de la SAS, notamment au niveau du régime complémentaire, sur lequel on va avoir un taux de cotisation qui est plus élevé. Et mécaniquement, on va cumuler plus de points, les fameux points Agirc-Arrco, je pense que beaucoup en ont déjà entendu parler. Et donc, on va gonfler son enveloppe exactement de points retraite. Par contre, sur les autres sujets, à savoir l'incapacité, l'inval et le décès, on s'aperçoit que si on regarde dans le détail du détail, que le mythe de la couverture sociale en SAS, il s'effrite un petit peu parce qu'en SARL, en travailleur non salarié, pour le coup, on a très souvent une couverture sociale qui est supérieure à l'assimilé salarié. Encore une fois, j'insiste, pour l'incapacité, les arrêts de travail, pour l'invalidité, le fait de ne plus exercer d'activité, et pour le décès. Oui. Donc pour le décès, on a une plus grosse enveloppe travailleur non salarié, qui est un peu plus de 9 000 euros vs 3 000 euros en assimilé salarié. Pour l'inval, on est similairement sur à peu près le même niveau de couverture. Donc, c'est en fonction de notre catégorie, c'est des pourcentages. Catégorie 1, 2, 3, c'est 30, 50, enfin bref, des 10 meilleures années. Et pour l'incapacité, là, c'est pas kiff-kiff. C'est pour le coup, on a une plus grosse couverture en TNS, tout simplement parce que le plafond maximum qu'on peut aller chercher par jour d'incapacité est plus élevé pour un travailleur non salarié. Donc si on pose les chiffres et on se dit ok, moi je me rémunère 3 000 euros par mois, demain je suis en arrêt de travail parce que je suis accidenté, je suis hospitalisé, et on est dans le thème, je suis hospitalisé et pendant 3 mois je peux plus bosser. Comment je suis couvert On s'aperçoit tu te rends compte que exactement, c'est quasiment similaire, voire même peut-être un peu plus intéressant justement pour le URL. Et donc moi je trouve ça assez important d'en parler. J'essaye justement d'en parler. Et je trouve que ce podcast c'est un peu intéressant d'aller sur ce sujet. C'est de se dire aujourd'hui, si on se projette que d'un point de vue retraite, la SAS, c'est clair que c'est la forme juridique la plus protectrice. Ça c'est indéniable. Mais par contre, sur tout le reste, c'est pas forcément il y a discussion. Voilà, c'est pas forcément vérifié, quoi. Exactement, il y a discussion. Et le delta qu'on a en termes de cotisation sociale, tu l'as dit, grosso modo entre 70-80 et de 45 à peu près à 30, ce delta-là, si on décide d'en réinvestir une partie, par exemple pour optimiser sa retraite, et c'est pas le CGP qui parle ici, on va pas parler de PER aujourd'hui, mais si par exemple on se dit tiens, moi je vais me faire ma caisse privée, ma caisse de retraite privée, petite retraite complémentaire que tu vas aller chercher en privé, on s'aperçoit qu'avec une petite partie de ces cotisations sociales que je n'ai pas payées, j'arrive à recréer ce delta, et donc j'ai finalement un niveau de cotisation plus faible pour exactement le même niveau. Donc, je trouve que c'est intéressant. Toi, quel est ton point de vue par rapport à ça et la couverture sociale de manière générale, justement, des indépendants ? En fait, dans tous les cas, il faut savoir qu'il y a un sujet très important, qui est la prévoyance. Ouais. Ça, moi, c'est la première chose que j'aborde, parce que, comme tu dis, on est dans le thème. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Pour ceux qui nous écoutent et qui voient pas, parce que je suis en costume bien habillé, je me suis fait opérer il y a 2 semaines. Donc on est croisés, exactement. Ma carrière de footeux. Donc on est pile dans le thème et tu as raison de l'évoquer. Donc oui, effectivement, il faut savoir que ça c'est le premier sujet. Ouais. Parce qu'en assimilé salarié, ça va. Mais en TNS, il faut aller le chercher, la prévoyance. Donc ça c'est important. Après, effectivement, nous, on a plusieurs cas où on se dit, l'avantage en TNS, c'est qu'en fait, on peut moduler nous-mêmes en fonction de ce qu'on a besoin, de ce qu'on a envie, et aller chercher, grâce à ce delta-là que tu n'as pas payé en assimilé salarié, on peut aller chercher nous-mêmes en approfondissant bien dans les contrats, etc., c'est quoi mon besoin, et aller chercher le petit plus qui viendrait compléter ma couverture. Et parfois on se rend compte qu'en fait ce que tu vas chercher en plus,
il est bien inférieur au delta qu'il y a entre les charges sociales, les cotisations que tu payes du TNS à l'assimilé salarié. Bien sûr. Donc tout ça, c'est du cas par cas. Ouais, je comprends. Mais tu as raison, c'est hyper intéressant de ce que tu dis. Et c'est vrai, c'est pareil. Moi, des fois, on me dit, dans quel cas, du coup, dans telle situation, je dois aller en SAS, dans telle situation, je dois aller en EURL ou en SARL. Pour moi, il y a une situation où la SAS est à privilégier dans tous les cas. C'est dès l'instant où je suis face à un dirigeant qui a des problèmes, qui a des problèmes de santé. Oui, ça, la question ne se pose pas. Exactement. La question ne se pose pas parce que pour les personnes qui nous écoutent, faut savoir qu'une personne qui va se couvrir, comme tu l'as dit, qui va prendre une prévoyance au titre de son mandat de président de SAS ou de SASU, il va avoir beaucoup moins justement de formalités médicales à accomplir qu'un travailleur non salarié. TNS ou... Exactement. Donc quelqu'un qui est diabétique et quoi que ce soit, il n'y a pas de sujet, faut aller vers la SAS parce qu'on va être beaucoup mieux couvert facilement par un assureur privé au titre d'une prévoyance. Et gardez en tête que SAS, c'est assimilé salarié. Donc en fait, quasiment tout ce qu'un salarié cadre, sauf encore une fois le chômage, quasiment tout ce qu'un salarié cadre peut prétendre, c'est quasiment la même chose pour les assimilés salariés. Bien sûr. Donc ça, c'est important de le savoir. Et parfois, effectivement, en fonction de notre situation personnelle, si on a des maladies ou peu importe, en fait, c'est entre guillemets plus simple d'aller directement en SAS et après aller compléter si besoin. Mais voilà, au moins, bien sûr. Ça c'est... Mais bon, effectivement, si on n'est pas dans ce cadre-là et que tout va bien, jusqu'à ce qu'il arrive quelque chose, bien sûr, mais que tout va bien, peut-être se poser la question de commencer, ou d'être en TNS, et après d'aller chercher le petit contrat en plus que tu vas venir upgrader, bien sûr, en étant accompagné. Pour savoir lire CGP. Entre les lignes, c'est ça, par ton CGP, parce que parfois, il y a des choses qu'on pense qu'on paye, mais en fait, quand on lit bien entre les lignes, c'est pas forcément la couverture, ou il y a plusieurs conditions, etc. Donc voilà, savoir lire un peu ce qui se cache, quoi. Surtout toi qui fais des profs libres de santé, il y a eu beaucoup d'abus sur les profs libres de santé, donc non, c'est clair qu'il faut vraiment se faire accompagner pour être sûr d'avoir bien compris comment tu vas te faire accompagner en cas de problème, en cas d'accident, etc. C'est très important. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok, ça va nous amener vers un nouveau sujet. La SAS, on la met beaucoup en avant justement pour des sujets de flexibilité, on va dire d'une grande liberté au niveau de la rédaction des statuts. On peut la mettre aussi en avant. Moi, souvent, j'ai des entrepreneurs qui viennent me voir qui me disent moi, mon projet, c'est de lever des fonds. C'est de m'associer avec tous mes potes de promo. On est 8 à fonder la boîte. Et donc là, mécaniquement, les experts comptables avec qui je peux travailler sur ces dossiers vont souvent les orienter vers la SAS pour ces sujets plutôt que vers la SARL. Est-ce que tu peux nous expliquer justement quelle est la force de la SAS pour le coup là sur ces sujets bien spécifiques? Alors, il faut... moi, je suis d'un caractère très prudent. Je préfère toujours prévoir le pire. Mais en gros, moi, ce que je pense, c'est que la SAS a beaucoup d'avantages, beaucoup de flexibilité, mais attention à ne pas tomber dans le piège de trop de flexibilité. C'est très important à souligner. Pourquoi? Parce que effectivement, si je fais un peu généralement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la SARL, c'est le code de commerce, en fait. C'est le code de commerce, donc c'est des statuts qui sont déjà préfaits. Donc tu peux pas, c'est pas modulable, quoi. Il faut un gérant, voilà, tout est bien structuré. Alors qu'en SARL, en fait, c'est libre. En SAS, pardon. En SARL, c'est figé. Donc, figé entre guillemets, mais tu as déjà une base qui est proposée dans le code du commerce. Faut nommer un gérant, etc. En SAS, par contre, oui, tu peux, c'est-à-dire que tu peux nommer un président plus 3-4 directeurs généraux. Tu peux nommer un directeur général qui n'est pas associé. Tu peux faire, j'aime pas le terme tout ce que tu veux, mais c'est très flexible. Voilà. Là où en SARL, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut faire attention parce que le trop de liberté tue la liberté. C'est-à-dire que ce qui peut potentiellement se passer, et nous on le voit en tant qu'expert comptable, c'est qu'on se dit que la SAS, en fait, c'est libre, je mets un peu ce que je veux. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des éléments importants qui ne sont pas dans les statuts. Ce qui peut potentiellement arriver, c'est que on n'a pas précisé les conditions de sortie, les conditions de cession d'actions,
On n'a pas parlé un peu de tout ce qui est préemption. Enfin voilà, donc il y a plein de choses où il faut faire attention. Certes, c'est libre, tu peux faire un peu tout ce que tu veux, mais fais-toi accompagner pour être sûr d'avoir mis tout ce qu'il faut, parce Ouais. que potentiellement, ça peut se retourner contre toi plus tard. Donc, pour le sujet de levée de fonds, effectivement, j'ai envie de te dire 99,9% des sociétés qui lèvent des fonds aujourd'hui, ce sont des SAS. Donc, ça, c'est que je suis quasi sûr. Pourquoi? Parce qu'en fait, les investisseurs, bien sûr, ben, ils veulent rajouter leurs conditions, leurs pactes, leurs Ouais. articles, etc. Donc, de base, ils viennent déjà avec leurs trucs à eux, leurs conditions à eux, et leurs conditions à eux ne sont pas forcément, on va dire, adaptables, je ne sais pas si ça se dit, Mhm. mais à une SARL. Donc oui, si tu as beaucoup de projets de levée de fonds, d'intégrer des investisseurs, ben en fait oui, la SAS, c'est ce qui est plébiscité, quoi. Ouais, ok, hyper intéressant. Il y a un autre cas, on est sur justement la levée de fonds, ça va nous amener forcément vers un autre cas de figure qui est la cession. Oui, Évidemment, quand on a une société, alors je dis évidemment, mais pas tout le monde en fait, mais quand on a une société, l'objectif c'est de la valoriser, oui, d'avoir un capital qui soit, enfin des capitaux propres qui deviennent conséquents, et puis à terme, un jour, soit s'en CD. séparer, soit la transmettre Mm. à ses enfants, à ses salariés, à quiconque, ou la céder. D'accord? Et justement, sur le sujet de cession, il y a un vrai, alors je ne sais pas si on peut appeler ça un tips, mais en tout cas, il y a une vraie différence entre la SAS et la SARL. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement qu'est-ce qui se passe si c'est une SARL, enfin un gérant de SARL qui vend ses parts sociales, versus si c'est un président de SAS qui vend ses actions? Quelle est la Alors, différence? on va parler de deux sujets. Hmm. Il y a le sujet des droits d'enregistrement. Et après, on va parler un peu de l'impôt sur les plus-values. Ok, Donc, les droits d'enregistrement, c'est fixé par la loi. Donc, c'est 3% pour les SARL et 0,1% pour les SAS. ok, C'est à charge de l'acheteur, bien ok. sûr. Sauf si bon, Négo. c'est arrangé, Ouais. on a négocié pour dire que voilà. Mais en gros, c'est 3% pour les SARL et 0,1%. Je ne sais pas si tu te rends compte de Ouais, la c'est énorme, différence. c'est du Voilà. On ne parle x30 pas en de vrai. Ah ouais, 1% à 3%. 0,1, c'est x30. voilà. Hmm. 0,1 à 3%. Donc, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Euh, Deuxième chose, alors attention pour les petits malins ça arrive souvent, hein, qui transforment la SARL en SAS 2 mois avant de céder les titres. Attention parce que les impôts, ils sont très, très, très vigilants sur Ouais, ça. ok. Donc, si on se rend compte qu'il n'y avait pas d'autre raison, enfin, en gros, la raison, elle est purement fiscale, Ouais, c'est-à-dire que tu as transformé juste pour éviter de payer 3% de droits d'enregistrement, ça peut être retoqué ok. par les impôts. Donc Ça, anticiper un c'est petit peu. important. Ok, Donc, même si ça compte, ok, mais il faut aussi, si tu le fais juste avant, il faut aussi qu'il y ait d'autres raisons ok, qui justifient ça. ok. Sinon, tu le fais bien avant. D'accord. Après, pour la cession, pour l'impôt sur les plus-values, globalement, ça marche à peu près pareil. L'impôt, j'ai pas envie de dire que c'est simple, mais comment ça marche? Ben, on paye la flat tax sur la plus-value. La fameuse. Donc, voilà. Plus-value de 100 000 euros, flat tax 30 000, Hmm. donc avec tout ce qu'on a dit avant. Après, on peut opter pour le barème progressif. Ouais. Voilà. Donc, si on opte pour le barème progressif, il faut savoir que bon, les 17,2, comme j'ai dit, tu les payes tout le temps. Hmm. Ça, tu peux pas y échapper. Et après, pour le barème progressif, bah, on peut bénéficier d'abattements. Hmm. Les abattements, attention, les abattements, c'est pour des titres qui ont été acquis avant 2018. C'est très important de le préciser. Donc, on a globalement, il me semble que on appelle ça des abattements pour durée de détention. Donc, si les titres, tu les as gardés entre 2 et 8 ans, l'abattement de 50% et 65% si tu les as gardés plus de 8 ans. Ouais. Ce qui n'est pas négligeable. On est d'accord. Donc, si je reprends mon exemple à 100 000, il y a les 17,2 qui sont payés. Par contre, la base imposable pour le barème progressif ne sera plus, si tu les as gardés 8 ans, Ouais. ne sera plus de 100 000 euros, mais que parce qu'il y a un abattement de 65, donc de 35 000. Et là-dessus, bah, tu payes ton impôt, quoi. D'accord. Ok. Donc tout ça, c'est très important à avoir encore une fois au cas par cas. Bien sûr. Donc voilà, arbitrage, on n'a pas vraiment le choix, mais en gros, prendre en compte le droit d'enregistrement et l'impôt
opter pour le barème progressif si, impôt sur la plus-value, et opter pour le barème progressif si c'est intéressant, si les titres, tu les as gardés un peu plus longtemps, etc. Ok. Ça, c'est très important à savoir. Ok, hyper intéressant ce que tu dis et ça fera l'objet justement d'un épisode où on va vraiment dédier la stratégie, on va dire l'optimisation de l'impôt sur la plus-value parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets, Ah oui. l'intérêt de l'abattement pour durée de détention, l'abattement renforcé, enfin bref, il y a beaucoup de sujets, de régimes de faveur qui sont possibles, mais c'est intéressant ce que tu dis justement sur la partie cession, que la SAS a des droits d'enregistrement bien plus faibles, que du coup, bah, encore une fois, il faut l'anticiper, mais ça peut valoir le coup, en tout cas ça peut attirer un acquéreur de plutôt cibler une société SAS versus une société Ça fait SARL, partie, en fait, ça fait partie des arguments, ça fait partie des arguments qui font que quand on est sujet à des levées de fonds, etc., c'est des SAS parce que les droits d'enregistrement ne sont pas, ne sont pas plus élevés qu'en SARL ou 3% quand même. C'est clair. Et quand on a des grosses valorisations et qu'on a une grosse plus-value, ça fait beaucoup. 3%. Déjà 0,1%, on ne se rend pas compte, on a l'impression que c'est 0,1%. Mais quand on parle de licorne qui se valorise à plusieurs centaines de millions ou des milliards, c'est clair que c'est pas négligeable. Ça chiffre. Ça fait beaucoup. Ok, top. On arrive à peu près sur la fin de l'épisode. Comme on l'a dit, je pense que le plus important à retenir pour cet épisode, c'est quoi qu'il arrive, faites-vous accompagner. Oui. Alors, dès l'instant, que ce soit parce que vous dépassez les seuils de la micro-entreprise, parce que vous voulez tout de suite structurer en société, bref, Ce qui peut être intéressant des fois. De démarrer par la micro ? Oui, c'est clair que c'est... Non, de démarrer direct en société. Non, de démarrer direct en société, parce que je le dis un peu en off, parfois on a des personnes qui viennent nous voir, parce qu'en fait, en fonction de l'activité et du projet, on sent déjà, est-ce que c'est un projet un peu side business ou j'ai un CDI à côté, je vais faire 20 000 euros de chiffre. J'ai un petit business, j'ai envie de tester, voilà. Donc oui, là, la question ne se pose pas, go, la micro. Mais parfois, on a des activités qui, on sait dès maintenant, bien sûr, qu'ils sont générateurs, qui vont être générateurs de volume et de cash, bien sûr, de chiffre d'affaires. Bien sûr. Donc en fait, oui, parfois, moi je vois des gens, dès qu'ils se lancent dans une activité, ils veulent à tout prix aller en micro, c'est plus simple, etc. Oui, sauf qu'en fait, après, pour transformer cette micro en société, il y a beaucoup plus d'enjeux. Il y a un apport, il y a une valorisation, il y a une plus-value. Il y a un report. Il y a un report. Donc tout ça, c'est pas négligé. Alors que si on passe directement en société, moi je prends l'exemple d'un client architecte que j'ai accompagné. Ça marche bien pour lui, je suis très content pour lui, mais malheureusement, au début, quand il s'est lancé, on ne bossait pas encore ensemble, il avait lancé en EI, en entreprise individuelle. Sauf qu'après, c'est plus adapté, il a besoin de se verser un salaire, il y a d'optimisation à aller chercher, et du coup après ça lui coûte beaucoup plus cher parce qu'après il faut apporter le fonds, la valoriser, bien sûr, commissariat aux apports, tout ce trait là. D'accord, et puis qui dit micro aussi, là si on s'adresse vraiment au créateur, dit les ARE ça va être difficile parce que mécaniquement on va faire rentrer des revenus. Ah oui, ça c'est très important. Ça, attention parce que effectivement quand la micro-entreprise, vu que ce n'est pas une société, il n'y a pas de rémunération. Il n'y a pas de salaire. On ne peut pas dire j'ai touché 2000, j'ai touché 3000. Micro, on est tous d'accord que l'URSSAF s'est axé sur le chiffre d'affaires. Donc eux, en fait, ils vont faire un petit calcul. Parce que tu ne peux pas dire j'ai rien touché. Tu ne peux pas dire ok, c'est la société qui a touché, mais moi, dirigeant, j'ai rien touché. Micro, c'est de l'argent qui rentre. Tu le déclares et eux ils vont faire un petit calcul qui bizarrement n'est jamais à ton avantage. Donc ils vont faire un petit calcul en te disant attends mon ami, à la base tu as droit à 2000 euros par mois d'ARE, mais en fait avec le calcul on va te verser que 1000 euros parce que tu touches un peu d'argent en micro quoi. Donc ça il faut pas le négliger. D'accord. Et savoir aussi que quand tu te payes, il y a quand même un petit calcul qui est fait. Donc même si tu es en société, je parle, tu es en société, tu as droit à 100% de ton ARE par mois. On peut opter pour la RCE. En SAS. Voilà. En SAS. On peut opter pour la RCE, qui est 60% de tes droits au chômage versés en 2 fois. Ou on opte pour la RE, qui est 100% de ton chômage. Attention, je parle à l'état actuel. Peut-être que demain, toujours ça change. ARCE, c'est 60% de tous tes droits. Si je caricature, tu as 100 000 euros de droits. On va te verser 60 000 en 2 fois. D'accord. Premier versement, on te le donne. Deuxième versement, sous condition que l'activité se poursuit. Ok. Ça peut être intéressant, ça on a oublié d'en parler, ça peut être intéressant si,
Par exemple, dans ton foyer, tu n'as pas besoin d'avoir une rémunération qui tombe tous les mois et que surtout, on a des activités où il y a besoin de cash, beaucoup de cash. Ouais, donc je prends l'achat de l'exemple machines. d'un restaurateur, d'un machin, enfin voilà, il a besoin de beaucoup de cash, donc lui, parfois on le conseille d'aller opter pour la RCE. Ouais. Quand tu es un bon père de famille, entre guillemets, et que tu as ton crédit qui passe tous les mois et que tu as l'habitude d'avoir un salaire qui tombe tous les mois, on va opter pour la RE. Ok. Là, pour le coup, c'est 100%, mais versé en plusieurs mois. Ok. Voilà. Aujourd'hui, c'était 18 mois, donc je sais pas, c'était à 24. Voilà. Donc maintenant, il faut savoir que ça baisse Ouais, bien quasiment sûr. à chaque fois. Ça change un peu. Voilà. Donc si tu te verses un salaire, c'est important de savoir, par exemple, si je prends un exemple, tu as 2000 euros d'ARE par mois. Donc tu vas les toucher avec ton PV de non-rémunération. À partir du moment où tu te payes, par exemple, tu t'es payé, je sais pas moi, 1000 euros pour compléter un peu ton truc, attention, eux, ils vont faire un petit calcul. Généralement, encore une fois, parce qu'à chaque fois ça change, c'est entre, je dirais 70%. Ok. Ils vont prendre 70% de ce que tu t'es payé, qui vont venir enlever à ce qu'ils auraient dû te payer. D'accord. Ouais, donc c'est un vase communicant en fait. Voilà. Donc si je prends mon exemple, tu as 2000 euros d'ARE par mois et que tu t'es payé 1000 euros, ils vont venir te dire les 700 euros, 70% à peu près, 700 euros, on va venir les enlever des 2000 euros qu'on aurait dû te payer. Donc l'ARE ne sera plus de 2000, mais il sera de 1300 euros. Donc toi, au final, tu vas toucher 1300 plus les 1000 euros que tu t'es versé, ce qui fait 2300. Ouais. Est-ce que le 300 euros en plus que tu as gagné en te versant 1000 euros, est-ce que ça justifie le fait que tu te rémunères? Voilà. Donc voilà, attention, des fois c'est nécessaire. Bien sûr. Parce que avant on avait un salaire à 3000, 3500 euros. Il faut savoir que l'ARE par mois c'est un certain pourcentage de ce que tu touchais. Si on caricature, des fois ça peut être 55 ou 60% de ce que tu gagnais. Donc quelqu'un qui vivait avec un train de vie avec, je sais pas moi, 3500, etc., 2000 euros, ça peut être peut-être compliqué pour lui. Ouais. Donc c'est nécessaire de se payer en plus. Mais voilà, il faut savoir que nos amis France Travail font bien leurs calculs, que bizarrement tu ne comprends jamais, mais en gros, ils vont venir te sucrer un peu ton ARE. Bon, voilà. Top. On arrive à la fin de cet épisode, Rabam. C'est la deuxième fois que tu dis ça, mais c'est vraiment à la fin, là, du coup. On arrive à la fin, on me fait des signes. Il y a une dernière question que je tiens à te poser, c'est un peu la marque du podcast. Tu m'as pas prévenu ça. Non, je t'ai pas prévenu, celle-là, elle n'était pas dans la question. C'est un peu la marque du podcast. À la base, Investissable, on parle beaucoup d'investissement. Oui. Et du coup, on demande aux invités un peu de se mouiller et de citer, si demain, ils devaient mettre l'entièreté de ce qu'ils ont touché le mois dernier. Admettons, tu as un ticket de 100 000 euros à placer. Oui. Tu dois les placer que dans un seul actif que tu estimes être le plus performant. Un seul. D'accord. Ok. J'ai pas le droit de diversifier. Tu n'as pas le droit de me dire l'immobilier, de manière générale. Il faut vraiment que tu me cites un seul actif et tu le récupères dans 10 ans. Selon toi, qui va le plus performant? Pas en termes de performance, pas forcément de résilience. Alors, les CGP vont m'excuser parce que je ne maîtrise pas tout ce qui est investissement. Je l'avoue, je suis expert comptable. Moi, je suis très ouvert. Je suis pas de ceux... Moi, j'aime bien travailler les avocats, les CGP. Enfin, voilà, chacun a sa spécialisation. Donc, je ne maîtrise pas forcément ce genre de produit d'investissement. Ouais. Par contre, je dirais les SCPI. Ok. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on nous vend l'immobilier comme si c'était le Graal, etc. L'immobilier classique, je parle. Tu fais ton court terme Airbnb ou tu fais ton long terme location classique. Okay. Mais quasiment toutes les personnes qui font ça, j'ai l'impression qu'ils passent leur temps à gérer des problèmes tu vois ce que je veux dire ? Okay. À gérer des problèmes, machin, il y a des travaux, il y a des trucs, à gérer des problèmes dans le quotidien, que vraiment profiter du truc. Alors que les CPI, si je dis pas de conneries, tu me corrigeras, en fait, tu achètes des parts d'une société qui détient de l'immobilier. Oui, il y a des frais, bien sûr, mais tous les ans, tu reçois un peu tes dividendes en fonction de... Voilà. Tu dis pas de conneries. Ah ben voilà. Donc je dirais immobilier, mais comme tu veux pas que je dise que immobilier,
Enfin, SCPI, déjà, tu te mouilles quand même. Je dirais SCPI. SCPI, parce que tout le reste, je ne maîtrise pas. Ouais, ok, pas parce que c'est moins intéressant. Ouais, non, parce qu'à l'heure actuelle, je ne maîtrise pas, donc je dirais SCPI. Ok, hyper intéressant. Bon, bah merci en tout cas pour ce partage en toute transparence. Merci Alexis. On espère qu'on a pu vous aider à répondre à cette question de la forme juridique. Donc on a fait un peu un tour d'horizon, on a parlé de REM, de couverture sociale, de cession, de gouvernance. N'hésitez pas, on mettra les coordonnées de ton LinkedIn, etc. Si vous avez besoin de prendre contact avec Rabat pour tous ces sujets justement qui sont passionnants. En tout cas, merci de ta venue et je te dis à très bientôt. Écoute, merci Alexis, à bientôt. À bientôt. Salut.